Place au parti pris. François, vous restez autour de la table. Nous rejoignent Yabnous Chalmani pour l'International et Antoine Oberdorf pour le parti pris politique. Et bonsoir Antoine, bonsoir Yabnous. Et c'est vous qui commencez d'ailleurs Antoine avec la nouvelle politique de ces dernières 24 heures. Ça ne surprendra personne. Il n'empêche que, malgré tout, c'est une information. Jean-Luc Mélenchon, candidat à sa 4e présidentielle. Et vous nous dites qu'il aura 3 défis, Jean-Luc Mélenchon. Oui, 3 défis. Et vous le disiez, David, c'est bien malgré lui que Jean-Luc Mélenchon a fait don une nouvelle fois de son corps à la patrie et est remonté sur le manège présidentiel pour une 4e candidature et toujours 0 second tour. C'est bien ça l'objectif. Ce duel sans cesse prophétisé, jamais concrétisé face au Rassemblement national. Bon, disons les choses, il n'y a pas eu de main qui se soit levée pour proposer une alternative quand il a eu à trancher la candidature qui serait celle des Insoumis en 2027. Mais il y a évidemment des personnalités qui ont émergé entre-temps, bien sûr, parce que Mélenchon, il avait dit, souvenez-vous, faites mieux. Alors forcément, des gens sont avancés. Certains, d'ailleurs, ont franchi le gué, sont allés un peu trop loin, donc ils ont été évincés de la France insoumise. Les frondeurs, comme Clémentine Autain et Alexis Corbière, s'en souviennent. Puis il y en a d'autres qui sont restés, comme le maire nouvellement élu de Saint-Denis, Bali Bagayoko, frappé d'une popularité soudaine. Alors évidemment, ça aurait pu être suspect pour Jean-Luc Mélenchon qu'un rival, potentiellement, s'avance trop, qui se sentent pousser des ailes, voire qui le pousse vers la sortie. Mais heureusement, vous allez le voir, hier soir, sur le plateau de Darius Rochemin, Bali Bagayoko, il a pris des pincettes. Alors, on va l'entendre. Bali Bagayoko. On voit le coach, mais derrière le coach, il y a toute une équipe. C'est qu'à la fois, c'est quelqu'un, bien sûr, qui porte à un moment donné, au niveau de l'équipe, un aura important, mais il y a toute une équipe derrière. Donc... Voilà. Le message. Parce que vous dites, le premier défi de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'arriver à convaincre que malgré toutes ces déclarations, oui, il était le candidat inéluctable. Tout à fait, le candidat naturel. Alors je passe sur l'âge, 74 ans, ce qui pourrait effectivement nourrir des critiques, des interrogations sur l'usure potentielle du candidat, mais Jean-Luc Mélenchon a une hygiène de vie impeccable, il sait mieux que personne la rigueur qu'impose le marathon médiatique d'une présidentielle. Donc, non, le défi, en fait, il est ailleurs pour lui. C'est l'usure générée par des polémiques à répétition. Il en a fait une méthode, mais ses lieutenants ont beau balayer l'idée qu'un plafond de verre se serait cristallisé au-dessus de la tête d'un soumis à force de clins d'œil à connotation antisémite, Glucksmann, Glucksmann, Epstein, mais aussi tout simplement d'une logique de polarisation extrême de la société française depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas. Eh bien, ce plafond de verre, il semble quand même s'installer. J'en tiens pour preuve des sondages. Regardez, ils sont tous récents. Et bien évidemment, après, j'irai sur un autre terrain que celui des sondages, parce que les Insoumis ont tendance à les contester beaucoup. Premièrement, un sondage d'intention de vote. Harris Interactive... Mais vous allez nous le... Oui, absolument. Paris, c'est tout frais ce matin. Harris Interactive Toulouna. 12%, nous dit-on, d'intention de vote pour Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes à moins d'1 an de l'élection présidentielle, et si on se réfère aux expériences passées, parce que c'est ce qu'il faut faire avec Jean-Luc Mélenchon, qui nous a fait, nous autres commentateurs politiques, mentir bien des fois par le passé, il est 3 à 4 points au-dessus du niveau auquel il se situait à une telle distance de l'élection présidentielle. 3 ou 4 points au-dessus. Donc voilà pour les avantages qu'il a à son actif. Il a aussi, comme ça, vous c'est voyez... un peu contre-intuitif. Il part de plus haut qu'il ne partait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Absolument. Il n'est pas excessif de dire qu'au fond, ces polémiques, ce clivage lui a permis de consolider un noyau électoral, des irréductibles insoumis qui le suivraient, même s'il leur demandait de sauter par la fenêtre. Mais parallèlement à ça, un autre sondage. 16% seulement de Français, toute sensibilité confondue, souhaitent la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est 1 point de moins que Éric Zemmour, par exemple. Et ça renvoie au nouveau statut de Mélenchon depuis 2022, parce que le Mélenchon de 2026 n'est pas le Mélenchon de 2022, et c'est peu dire, qui est celui, au fond, du nouveau diable de la République. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à se rendre détestable au point d'émerger dans certains baromètres comme l'homme le plus détesté de France. Et elle est là, la nouveauté. Parce que, évidemment, le compteur des Insoumis est resté bloqué en 2022. Score magnifique, 22%. Vous imaginez bien qu'un tel score, on s'en débarrasse pas comme ça. Mais les Insoumis oublient souvent de rappeler que ce score, au-delà de la maestria de Jean-Luc Mélenchon,
de sa capacité à faire vivre une campagne, de son sens politique, il est lié à une chose, le vote utile. La faculté, la disposition qu'ont eu des sympathisants socialistes qui avaient voté pour Anne Hidalgo, par exemple, au municipal de 2020, des sympathisants écologistes qui avaient voté aux européennes de 2019 pour Jadot et qui se sont dit, cette fois, Mélenchon, c'est le plus court chemin vers la victoire. Et ça renvoie à son deuxième défi. Le deuxième défi, et là, on n'est pas sur le terrain des sondages, c'est en réalité l'effet, non pas repoussoir, et je vais vous expliquer pourquoi, mais un front républicain anti-LFI qui est né peut-être pour la première fois à l'occasion de ces élections municipales. Il y a 2 villes où des insoumis que l'on nous présentait comme à visage humain, François Piquemal à Toulouse, Damien Maudet à Limoges, ont vu se former contre eux au second tour des phénomènes extrêmement puissants de surmobilisation des électeurs de droite, d'extrême droite, du centre, qui ne voulaient pas être dirigés par des insoumis. Et c'est pour ça qu'au fond, l'effet repoussoir me semble une mauvaise expression. Parce que Jean-Luc Mélenchon et les insoumis derrière lui sont en réalité moins radioactifs pour les électeurs de gauche qui, bien parfois en réalité, consentent à voter une dernière fois pour Jean-Luc Mélenchon parce que quand même, il faut bien faire barrage quand la hiérarchie des périls l'exige et que face à soi, on a l'extrême droite. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a une levée en masse d'électeurs de droite, d'extrême droite et de droite traditionnelle qui font barrage à la France insoumise et à ce qui est devenu la France insoumise. Or, comme vous le savez, le jeu électoral, la mécanique électorale, c'est un jeu différentiel, un jeu de mobilisation différentielle. Ceux qui arrivent à faire venir les leurs en masse dans les bureaux de vote l'emportent. Et le troisième défi ? Au troisième défi, celui de la Nouvelle-France. Parce que c'est bien là le ressort qu'agite Jean-Luc Mélenchon pour s'en sortir quand on lui explique que, décidément, il ne parviendra pas à décrocher son ticket pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon pense qu'il y a dans cette Nouvelle-France les gisements, les réservoirs électoraux nécessaires pour s'ouvrir la voie vers le second tour, a fortiori dans un contexte où l'épidémie de candidature va considérablement abaisser le seuil de qualification. Et là, il y a une ambiguïté programmatique quand Jean-Luc Mélenchon va devoir lever. Il ne s'en tirera pas simplement en disant que, au fond, la Nouvelle-France, c'est la marche naturelle des générations qui se succèdent les unes aux autres. La Nouvelle-France, c'est un concept essentiellement démographique. Et je dirais même plus, c'est un concept qui a été pensé comme le symétrique du grand remplacement pour l'extrême droite, mais à l'extrême gauche. Il s'en défend aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Il s'en défend. Mais c'était déjà manifeste en réalité. Et certains des plus fins observateurs de Jean-Luc Mélenchon, je pense par exemple à quelqu'un qui l'a longtemps accompagné, comme le réalisateur de Baron Noir, Éric Benzekri, avait déjà bien noté à l'époque qu'en se plaçant sur la pente démographique de l'extrême droite, celle que pratiquait en son temps, il y a bien longtemps, un Barès, un Maurras, eh bien, il courait un risque dangereux. Et j'en finis par là. Son défi à Jean-Luc Mélenchon, homme de 73 ans qui prétend incarner la Nouvelle-France, c'est à un moment donné de ne pas être débordé par toute une partie de la population qui lui fait confiance pour défendre ses intérêts, mais peut-être jusqu'à un certain point, et qui considérera à la manière de Rima Hassan, l'eurodéputée insoumise, au moment législatif, que le porte-parole là, décidément, ça a bien duré. François Abnouz, je crois que vous voulez intervenir. Non, mais moi, ce qui justement, depuis que la Nouvelle-France commence à être une espèce de leitmotiv, c'est que ça commence, et vraiment là, je vous parle comme métèque, c'est que je me dis, on va arriver potentiellement à une élection présidentielle où les deux partis qui, aujourd'hui, d'après les sondages, vont se retrouver au second tour, en l'occurrence le RN et LFI, ça va être deux candidats qui n'en ont mais rien à faire du citoyen émancipé, qui sont tous les deux des essentialistes et qui ne s'adressent aux gens que d'après leur lieu de naissance, qui est, je le rappelle, un hasard géographique, génétique, sur lequel nous n'avons aucune emprise. On fait avec ce qu'on a. Et c'est après les choix qu'on fait. Cette émancipation, elle naît de nos choix. Et la France, quand même, depuis 1789, essaye de porter haut cette idée d'émancipation, d'autonomie individuelle. Et quand même, cette France représente cet espoir pour encore énormément de pays. C'est juste les Ukrainiens qui ont vécu le soviétisme, etc. Ou les Iraniens, tiens, pour changer comme exemple, qui réclament la même chose. Et qu'on va se retrouver tout à coup dans une espèce de débat rétrograde où on va s'adresser à l'essence des gens, donc ce qui détruit le principe de citoyenneté, et ça me désole. François ? Oui, non, je rejoins Abnouz. Au fond, dans l'histoire des communautés humaines et des nations singulièrement, je pense, comme vous, je crois, que ce qui ne change pas compte plus que ce qui change. Autrement dit,
l'essence de la France, elle est probablement, en tout cas, c'est comme ça que je la vois. C'est comme, disons, quelque chose de fondamental qui résiste au changement démographique, quelle que soit leur ampleur. Juste un mot sur l'analyse d'Antoine. Je pense que il faut pas sous-estimer Mélenchon et que il est très bon. Il a une capacité incroyable à se recentrer. Il a commencé hier. Tout à fait. C'est le petit chaperon rouge, hein, le loup s'habille en grand-mère. On se dit que ça va pas marcher, mais ça marche super bien. Et ça marche beaucoup mieux qu'on ne peut le penser. Enfin, au moins, moi, lors des 2 précédentes campagnes. Et la 3e, comme vous l'avez finement noté, il part quand même d'un socle un peu plus élevé, grâce à la stratégie dont la plupart des commentateurs disaient il s'enterre, c'est la fin, etc. Il a consolidé, il a fait un socle solide. 3e élément, vous l'avez mentionné aussi, c'est l'extraordinaire puissance du vote utile. Ouais. Et non pas seulement de la part de gens qui se disent... parce que, au fond, la ruse du vote utile et la beauté pour lui, c'est que bon nombre de gens vont voter pour lui sans souhaiter qu'il soit à l'Élysée, tout simplement pour qu'il y ait un candidat de gauche au 2e tour. Et dans les dernières semaines de la campagne, c'est un ascenseur d'une puissance terrible. Donc aujourd'hui, franchement, on se dit, avec un impensé, c'est bien joué. Avec un impensé majeur pour l'électorat de gauche, c'est que quand bien même Jean-Luc Mélenchon se faufilerait vers le second tour, peut-être même atterrirait à l'Élysée, on ne dit rien, pas un mot de la capacité qu'il aurait sur des élections législatives à recueillir une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, ce qui pave souvent à gauche quand même le chemin de déception, voire même peut-être de trahison. François Hollande, pire ennemi de Jean-Luc Mélenchon, disposait d'une large majorité de bon nombre de régions, et pourtant, il a déçu. Et la fronde arriva. François, votre parti pris économique, taxe Zuckman, et maintenant les États-Unis, New York, la Californie. Ça s'exporte, oui. Et c'est d'abord à New York, en effet, où le nouveau maire démocrate, Zoran Mamdani, s'est entouré de Gabriel Zuckman, notre économiste, j'allais dire national, et Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, justement pour le conseiller en matière de fiscalité des riches. Parce que Mamdani estime que il faut taxer davantage les gros revenus à New York, qui sont très importants. Hein. Il y a pas loin de 400 000 millionnaires. C'est la ville où il y a le nombre de millionnaires le plus élevé sur la planète, de façon à combler les trous dans les finances éprouvées de la ville, plusieurs milliards de déficits chaque année, et puis à restaurer, rétablir les services publics, la garde de petite enfance, etc. Du coup, il a 2 projets en la matière. D'abord, taxer les résidences secondaires de plus de 5 millions de dollars. Bon, quand même assez élevé. Enfin, il y en a 13 000 aujourd'hui, donc ça représente un potentiel fiscal assez important. Ça fait hurler, évidemment, les riches, et notamment le milliardaire Ken Griffin, investisseur, patron de hedge fund, dont l'appartement, qui vaut plus de 230 millions de dollars, a été pris comme exemple dans une vidéo d'1 minute, faite par le maire de New York. Je vous propose de la regarder. C'est la promotion de ses projets fiscaux. Mayor, I said I was going to tax the rich. Well, today, we're taxing the rich. I'm thrilled to announce we've secured a pied-à-terre tax, the first in New York's history. This is an annual fee on luxury properties worth more than $5 million, whose owners do not live full-time in the city. Like for this penthouse, which hedge fund CEO Ken Griffin bought for $238 million. This tax will raise at least $500 million directly for the city. It'll help fund things like free childcare, cleaner streets, and safer neighborhoods. Il le cite nommément. Oui. C'est pour ça que des équipements de sécurité costauds aux abords de son logement. C'est pour ça évidemment qu'il s'en est alarmé. L'autre projet s'apparente justement à la taxe Zuckman. Il s'agirait de taxer à 2% les revenus supérieurs à 1 million par an. Donc justement sur ces 400 000 personnes. Je dis s'approche parce qu'en réalité c'est assez différent de la taxe Zuckman. Vous vous souvenez, la taxe Zuckman c'était 2% sur la valeur du patrimoine, ce qui fait que dans nombre de cas, l'impôt payé était supérieur aux revenus perçus par le contribuable. C'est ça qui a fait que le Conseil d'État a bâché de façon assez claire Zuckman. Là c'est plus malin, il s'agit simplement d'un nouveau taux marginal de 2% supérieur. Et c'est une idée qui prend de la puissance aux États-Unis pour une raison étonnante. Beaucoup de milieux académiques économiques disent « Attention, il va se produire un choc majeur dans la répartition des revenus
à cause de l'intelligence artificielle. Parce qu'on observe que celle-ci est beaucoup plus utilisée par les gens à la fois les plus compétents, les mieux formés et les mieux payés déjà. 60% d'entre eux utilisent déjà l'intelligence artificielle, ce qui va les rendre plus productifs et très probablement les faire mieux payer dans les années qui viennent. Tandis qu'à l'autre extrémité de l'échelle, on n'utilise pas ou quasiment pas l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas les ressources, les occasions professionnelles, que c'est un outil qui est encore assez compliqué. Alors, c'est une situation qui est probablement transitoire, on l'avait observé au moment de l'arrivée de l'informatique personnelle, il y a 50 ans, où ça ne concernait que le haut de la pyramide des revenus, puis petit à petit, ça s'est diffusé, démocratisé, avec la facilitation de l'usage. Peut-être en sera-t-il de même pour l'IA, mais ça n'est pas le cas du tout. Et donc, ces économistes prévoient une déformation considérable dans la distribution des revenus qui justifierait un nouvel instrument fiscal, c'est-à-dire une ponction chez les gens qui sont à la fois les plus fortunés, les plus âgés, c'est souvent les plus âgés, et disons globalement ceux qui sont les mieux formés, en faveur des jeunes, des femmes, qui sont moins nombreuses à utiliser l'intelligence artificielle parce qu'elles sont souvent dans des postes qui sont moins qualifiés, de façon à rétablir, non pas l'égalité, mais au moins à diminuer cette croissance des inégalités. Tout ça pour dire que les plus fortunés, il faut toujours regarder ce qui se passe aux États-Unis. Ça donne toujours le ton. Et les plus fortunés qui ont profité d'un demi-siècle de relative tranquillité fiscale, depuis la révolution de Ronald Reagan, en gros, 1980, où on a abaissé de façon très importante les taux marginaux, eh bien, ils ont peut-être mangé leur pain blanc. Abnouz, votre parti pris international, attention, une vague de mystère, la croisière s'affole avec le fameux virus, le hantavirus. Mais... Que se passe-t-il ? Vous avez le fin mot de l'histoire. Enfin, oui, ça me colle des frissons. Mais plaçons d'abord le décor, parce que ça dramatise encore plus. Imaginez, vous êtes sur le MV Ondius, un navire de croisière de luxe de la compagnie néerlandaise Ocean Wide Expedition qui traversait l'Atlantique, avec des escales dans des lieux paradisiaques, Sainte-Hélène, les îles de l'Ascension, le Cap-Vert, où il est justement immobilisé depuis hier. Les autorités du Cap-Vert n'ont autorisé personne à débarquer. Le navire attend, ancré à l'entrée du port de Praia, avec ses morts, ses malades à bord et ses passagers, vous vous doutez, en pleine angoisse. Alors, combien de passagers ? 150 passagers, 70 membres d'équipage, donc 220 personnes, dans un espace clos au milieu de l'océan. C'est un huis clos parfait. Raconté comme ça, on se croirait dans le début d'un roman d'Agatha Christie. D'après le ministère de la Santé française, 5 passagers français se trouvent aussi sur le MV Ondius. Alors, tout commence avec un homme de 70 ans qui développe des symptômes de grippe, j'allais dire rien de plus banal, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, ça n'a l'air de personne évidemment, puisque ça a l'air d'une grippe banale, familière, quasi rassurante. Et puis ça bascule très rapidement, son écran se dégrade, il décède à bord, son corps est transféré à Sainte-Hélène et juste après, sa compagne de 69 ans présente à son tour les mêmes signes, elle est évacuée vers Johannesburg, elle ne survivra pas non plus. À ce jour, nous pouvons confirmer 3 morts, un 4e passager en soins intensifs en Afrique du Sud et 2 membres d'équipage qui nécessitent des soins médicaux d'urgence. Alors nous avons déjà quitté Agatha Christie, nous sommes déjà dans Contagion, le superbe film de Steven Soderbergh 2011, je vous le conseille. La notable différence que nous connaissons déjà le coupable, il n'y a pas besoin de le chercher, c'est le hantavirus, un virus que vous ne connaissez pas, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce matin. C'est un virus dont personne ne parle et qui tue sans traitement possible, sans vaccin disponible et qui se transmet d'une manière que le 21e siècle n'a toujours pas su éliminer, les rongeurs. D'où le fait que ça me colle des suées d'angoisse. Parce que le hantavirus est transmis donc par les rats et les souris, appelés par leur nom, via leur déjection, leur salive ou l'inhalation de poussières contaminées. Vous n'avez pas besoin de les toucher ni de les voir, il suffit d'inhaler. C'est ça qui est absolument hallucinant. Il suffit qu'un rat ait couru dans un coin. Vous n'avez pas besoin vraiment de les voir. Hein. C'est juste, il est passé 2 heures avant et vous êtes là. Il a laissé derrière lui des traces d'urine qui ont séché et la poussière qui s'en dégage suffit pour vous contaminés. Alors, bien que dans les conditions normales, le hantavirus ne se propage pas entre les personnes, mais il existe des cas exceptionnels documentés de transmission interhumaine, ce qui rend un espace clos, vous dotez comme un navire, évidemment sujet à plus de risques. Alors, on trouve le genre de virus, c'était traversée de l'Atlantique sur le continent américain, œdème pulmonaire, syndrome de détresse respiratoire aiguë. En gros, les poumons se noient dans leur propre liquide. Et là, je vais vous donner le taux de mortalité. Là, vous allez sérieusement frissonner. C'est 38%
Donc plus d'un tiers des malades présentant des symptômes respiratoires meurent et c'est quand même fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est que vous dites c'est la transmission. C'est une transmission digne de 1850. C'est-à-dire, on sait depuis très très longtemps, depuis l'Antiquité, que les rats et les souris transmettent. On se dit, c'est vraiment, ça fait saut ancien. Ouais, c'est très 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 lointain, mais non, c'est aujourd'hui et pas de vaccin. On peut juste soulager les patients en espérant que le corps tienne le coup. Mais on est stupéfait de ne jamais avoir entendu parler auparavant de ce virus qui n'est jamais fait d'autres victimes. Mais si, il y en a, mais nous ne les connaissons pas. Le hantavirus porte le nom d'une rivière coréenne, très beau, c'est encore là au paradis, le Hantan, qui marque la frontière entre les deux Corées. On va voir des images. Mais ces virus sont présents sur tous les continents. Alors je précise, c'est pas un virus exotique, ça ne vient pas de forêt tropicale ou d'un marché exotique où on mange du pangolin. Non, il est partout. On estime entre 150 000 et 200 000 cas dans le monde chaque année. C'est énorme. Il tue discrètement dans les campagnes, les entrepôts mal désinfectés, les coins sombres des bateaux où les équipes de nettoyage ne s'aventurent pas. On va beaucoup parler ces prochains jours des risques de propagation, du protocole de l'OMS, des évacuations médicales. D'ailleurs, le directeur régional de l'OMS Europe a déjà rassuré tout le monde en disant tout va bien, il n'y a pas de risque et c'est probablement vrai, pas de panique à bord. Mais ce qui ne cesse de m'interpeller, c'est que cette maladie, donc trop souvent mortelle, que nous venons de découvrir, elles viennent de rongeurs. Et c'est ça, moi, qui là, me met en colère, parce que c'est... je veux dire, dans un monde où aujourd'hui on ne peut plus dire rat, il faut dire surmulot parce que ça discrimine les rats et on va éviter de dératiser parce qu'une souris c'est tellement mignon comme un chaton. C'est là où vraiment ça me renvoie toujours à la même chose, c'est que les idéologies, les postures idéologiques, la plupart du temps, elles ne font qu'une seule chose, elles tuent. Même quand il s'agit de rats et de souris. Enfin, les rats sont pas particulièrement populaires. Oui, mais on les appelle les surmulots, ça les rend tout de suite vachement plus sympathiques que rats, parce que quand on dit rat, on la voit, on voit le choléra, vous voyez, on voit la peste. Mais tant qu'on reste maintenant, on dit ça, mais il y a quand même eu des débats où on parlait du fait qu'il faut pas discriminer les rats quand même, qui sont porteurs de maladies qui peuvent tuer, genre rappelons-le quand même. Il faut être inclusif avec les rats. Voilà. C'est-à-dire que le rat n'est pas spécialement populaire et en même temps, dès lors qu'il s'agit de l'éliminer ou d'en réduire la présence dans les rues de Paris par exemple ou d'autres villes, ça donne lieu à des polémiques. Moi, c'est vrai que, après ce que vient de nous dire Apnos, le voisinage du rat, par la contagion qu'il génère, ne m'inspire pas spécialement confiance, même si je suis pas sujet au fait d'être hypochondriaque, mais là, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas rassurant. Merci à vous trois pour ces partis pris, merci à vous de nous avoir suivis.